comme on l'a dit, face à un arrêt cardiaque, ça va être les premières minutes qui vont compter. Et les éléments majeurs qui vont permettre de sauver des vies, ça va être de réagir très vite, d'alerter les secours, de faire un massage cardiaque et d'utiliser un défibrillateur le plus tôt possible. Et pour que les gens le sachent, un des maillons essentiels, c'est l'information du grand public. Il y a des pays en Europe qui ont atteint plus de 80% de la population qui est formée, donc avec des formations obligatoires à différents moments de la vie. En France, il y a des lois petit à petit qui sont sorties, qui rendent la formation obligatoire, par exemple quand on est au collège ou lors du départ à la retraite, etc. Mais on est encore loin de l'application réelle de tout ça. Donc là, autour de la table, on a des experts du sujet qui œuvrent pour rendre la formation accessible à tous. Et donc voilà, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous voulez peut-être commencer côté Croix-Rouge pour nous expliquer un petit peu où on en est sur le côté formation et pourquoi c'est important de former tout le monde? Bien sûr, bonjour à tous. Du coup, où on en est au niveau de la formation en France, on estime qu'il y a environ 40% des citoyens qui sont formés aux gestes de premier secours, et donc on se dit que c'est pas suffisant. Effectivement, on a des voisins européens qui ont atteint même parfois plus de 80%. On a en Norvège, je crois, 95% des gens qui sont formés aux gestes de premier secours. Et donc là, on se dit, en fait, il y a urgence, parce qu'on l'a dit sur la première table ronde, mais il y a plus de 58 décès d'arrêt cardiaque en France. Et donc voilà, c'est urgent d'agir, et c'est urgent du coup de former la population. Et... Quelle est la deuxième question? Non, c'est très bien. Au niveau de la Croix-Rouge aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez justement, parce que vous êtes un des acteurs majeurs de la formation? Du coup, pour former massivement la population, je dirais qu'on pourrait avoir 3 catégories. On dit la première, on peut faire beaucoup de sensibilisation. En plus, ça c'est chouette parce qu'on peut sensibiliser sans formateur. Ça va être via des campagnes de communication, ça peut être des passages dans les médias, des vidéos sur les réseaux sociaux, où on montre des gestes. Là, l'idée, c'est déjà de donner un peu les bons réflexes aux citoyens, et aussi de montrer l'importance d'agir, en disant mais c'est hyper important, agir, juste déjà agir, appeler quoi. Déjà juste ça, c'est des bons réflexes à faire passer. Après on a aussi la pratique des gestes forcément, donc ça vient via des formations qu'on fait avec nos formateurs, ou lors d'événements, des dispositifs qu'on peut mener, où là les gens viennent pratiquer un massage cardiaque, une PLS, ça il n'y a rien de tel. Et après je pense que le plus important aussi, c'est de les maintenir, ces formés engagés. L'idée, c'est de maintenir leurs compétences, parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils oublient très vite. Et l'idée, c'est de les aider à intégrer ces connaissances pour qu'ils se sentent capables d'agir, en disant, en fait, oui, c'est bon, j'ai le sentiment que je peux agir et je peux y arriver. Donc là, c'est aussi hyper important de les engager dans la durée et faire en sorte qu'ils intègrent bien leurs connaissanses. À la FF2S, vous faites aussi des choses similaires, complémentaires, qui semblent être un obstacle aujourd'hui au fait que 80% de la population soit formée. Effectivement, la Fédération française de sauvetage et de secourisme, on agit un peu comme nos collègues de la Croix-Rouge pour sensibiliser l'ensemble de la population. Après, on a différentes cibles aussi sur ces populations, que ce soit des professionnels et le grand public. Les professionnels, c'est dans le cadre aussi de l'activité professionnelle, où il y a aussi des obligations, donc on peut répondre aussi à ça avec les employeurs. Après, on a différents freins de la population. On a un qui est assez positif aussi pour les secours, c'est le grand public qui pense que les secours publics sont déjà très bien formés, sont présents, et ça peut déjà suffire. Et on a une méconnaissance, on n'a pas une bonne prise de connaissance qu'il faut agir vite. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, on a aussi le tissu local, avec des zones en ruralité ou des zones blanches en termes de formation de premier secours, où tout le monde n'est pas présent, et on a des zones urbaines où là, on a vraiment l'ensemble des acteurs qui sont présents sur un seul moment, et là, ça fait beaucoup de dispositifs de formation, et à côté de ça, rien du tout. Et on a aussi un accès à une formation qui n'est pas obligatoire et des fois payante pour beaucoup, et qui peut être aussi un frein pour pas mal de personnes. Donc une fois qu'on a levé ça, voilà, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait, vous l'avez bien dit, on a une partie événementielle qui est importante, où le but aussi de la formation courte qu'on peut faire, c'est un peu une tête de gondole. Quand on a commencé à donner les bons réflexes, on a donné envie
aux gens d'aller à la formation de premier secours, mais suffisamment pas, on n'a pas suffisamment donné de choses et ils ont un sentiment de manque. Et donc là, c'est top parce que ça nous emmène vers de la formation plus qualifiante et diplômante telle que le PLC, le PSC. Donc c'est tout un tas d'événements qu'on met tous en compte et on essaie d'agir au fur et à mesure, mais on a surtout un déploiement national à faire au quotidien. Arié, côté Magen David Adom, vous agissez aussi beaucoup pour sensibiliser, ou lors d'événements, je sais que vous formez des gens aussi, ou des enfants lors des colonies de vacances. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la manière dont vous faites ça? Oui, il y a une vingtaine d'années, on a innové en créant un projet qui s'appelle la Caravane de la vie, qui consiste à rendre visite aux jeunes dans les mouvements de jeunesse, dans les colonies de vacances, pour justement leur apprendre des gestes qui sauvent. Moi, mon point de vue, en tout cas de ce que je constate ici en France, c'est qu'il y a un obstacle aussi au fait de devenir formateur de premier secours. Là où, par exemple, à l'étranger, et je parle pour ce que je connais, en Israël, on peut devenir formateur de premier secours à partir de 3 jours. Ici, un formateur PSC devra passer une dizaine de jours de formation. Et ça, c'est un véritable obstacle, parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui auraient envie de devenir formateurs et qui ne pourront pas dégager 10 jours de bénévolat sur un temps de travail, puisque, comme on vient de le dire, cela repose essentiellement sur le bénévolat. Et l'idée est également de pouvoir marketer différemment la présentation de nos formations au grand public pour les attirer. Pourquoi? On a fait un constat qui est peut-être partagé par la FF2S et par la Croix-Rouge, c'est que souvent les participants de nos formations étaient sociologiquement les mêmes, en termes des participants des formations non obligatoires. Et à partir du jour où on a compris cela, on a décidé de présenter les choses différemment et de proposer par exemple des formations pour les jeunes parents qui ne venaient pas forcément aux formations. Et le contenu de la formation n'est pas si différent que ça, puisque on y verra toujours les mêmes items, mais le fait est qu'on a gagné un nouveau public. Puis on a décidé de créer, après les attentats de 2015, des formations de secourisme tactique, avec ces notions qui vont attirer du monde, tactique, de gens qui vont s'imaginer tout un imaginaire derrière, mais le fait est qu'on a gagné une population d'hommes, je caricature un petit peu, mais entre 20 et 40 ans, qui avaient envie de savoir comment réagir en cas d'attaque terroriste pour sauver des vies. Et ça nous a vraiment permis de gagner du monde dans la formation. Et la dernière chose, on a décidé d'être proactif, c'est-à-dire de non plus organiser des formations dans nos locaux, mais également de nous rendre, et ça rejoint le projet de la Caravane de la vie, de nous rendre dans des associations, des institutions, déplacer sur des soirées, sur des jours fériés, pour aller, et ça demande un engagement de bénévoles qui, pour des initiations de 2 heures, les gestes qui sauvent, vont devoir se déplacer après une journée de travail, mais ça c'est encore un autre sujet. Voilà, autant de choses qui font qu'on essaie de combler des zones qui n'étaient pas couvertes par les différentes organisations de secours pour la formation du grand public. Donc du coup, là pour résumer, il y a un problème d'accès, on va dire, au rôle de formateur pour pouvoir former tout le monde, parce que nous, on avait rencontré aussi des académies dans l'éducation nationale qui nous expliquaient que c'était obligatoire maintenant de former tout le monde, mais qu'ils n'avaient pas assez de formateurs pour le faire. Je pense que c'est des problèmes assez similaires, des sujets de temps, de disponibilité géographique. On va le voir après avec Célia et avec Emmanuel, il y a des innovations technologiques aujourd'hui qui permettent peut-être de faire du marketing ou de maintenir dans le temps ou de rendre accessible à tous. Jean-Luc, toi qui es formateur, tu peux peut-être nous expliquer ce qui se passe vraiment sur le terrain lors des formations? Moi, ça marche. En fait, moi, je suis formateur SST. Donc, la problématique que j'ai, par exemple, c'est que je ne peux pas être formateur PSC. Bon, c'est pas passé, alors que ça avait été proposé dans les textes de loi. Deuxième chose, la problématique. C'est parce que tu dois être dans une association, c'est ça, pour être formateur PSC? Après, pour être formateur PSC, il faut être dans une association agréée de protection civile. Alors que la formation, le contenu est le même. Sauf qu'il est même plus adapté en formation SST. L'autre chose, c'est par rapport au financement. Quand on veut avoir une vraie formation correcte, le minimum PSC, c'est payant. Et moi, depuis 10 ans, j'essaie d'obtenir, alors je vais profiter qu'il y a quelques politiques peut-être dans la salle, pourquoi on peut, quand on fait un don à une association agréée, on peut la déduire, pourquoi quand on se forme au PSC, on ne peut pas déduire la formation, le coût de la formation? Ce serait vraiment une incitation citoyenne et qui permettrait à peut-être plus de personnes de se former. C'est juste une question comme ça. Après, voilà, les gens qui viennent se former, très souvent, ça va être des gens qui vont être volontaires,
qui vont avoir cette démarche de venir se former parce qu'ils ont une idée que de venir aider l'autre, c'est quelque chose d'important. Et c'est justement à partir de ça qu'on a développé, avec l'unité de secouristes citoyens, l'idée de former des jeunes dans les établissements scolaires à créer des unités de secouristes internes aux établissements, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent être en capacité de porter secours aux autres élèves, voire même à des profs, même en l'absence de l'infirmière. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer, de mettre en place. Les étudiants sont tous des volontaires et on va les accompagner à créer des juniors associations au départ, les aider à trouver du matériel, à trouver des financements, mais c'est eux qui vont faire la démarche et on part sur la démarche du volontariat. C'est vrai que vouloir former 80% de la population, c'est l'objectif, mais former tout le monde alors que des gens ne seront pas volontaires pour agir, est-ce que c'est pas perdre du temps et perdre de l'argent? Est-ce que c'est pas peut-être plus pertinent de cibler des gens qui vont être volontaires et de les accompagner, et à ce moment-là, peut-être derrière, entre guillemets, de permettre un ruissellement positif des formations vers les familles, vers les collègues, vers les copains. Après, c'est voilà, former tout le monde, sachant que quand sur l'ensemble de la population, ça avait été acté, je crois qu'il y a 20% des gens formés qui se déclarent se sentir capables d'agir. Effectivement, après, tous les types de formations, ça dépend de ce qu'on va mettre dans le mot formation, parce que ça va être complémentaire, les formations SST qui vont prendre plusieurs jours, tout le monde ne va pas être prêt à le faire, les formations PSC1 qui prennent une journée, il y a des sensibilisations qui prennent 1h30, et on va le voir côté technologique, on peut faire aussi des formations ou des sensibilisations qui sont beaucoup plus rapides. Emmanuel, tu veux peut-être nous dire un petit peu ce que vous faites avec d'un seul geste aujourd'hui pour donner envie aux gens de se former? Est-ce que tu m'accordes 2 minutes pour compléter l'intervention précédente, parce que j'ai envie de rebondir sur ce que chacun a dit avant de parler de ce qu'on fait, mais juste rappeler le nombre de personnes qu'on forme chaque année au secourisme. En gros, moi, les chiffres que j'ai en tête, pareil, on peut en discuter, mais c'est à peu près 500 000 personnes formées par les associations de secouristes, et c'est à peu près 1 million de personnes formées par OSST, par les organismes habilités INRS, en comptant les formations initiales et les recyclages. À ce rythme-là, il va falloir 30 ans pour qu'on arrive à former 80% des Français. 30 ans. Donc, heureusement, on a des associations qui font un travail formidable, mais il y a encore plein de choses à faire. Les premières, ce serait effectivement d'arriver à une loi qui a été... il y a une proposition de loi encore il y a 3 semaines sur le sujet du député Castiglione, qui a proposé que la formation devienne obligatoire pour tout le monde. Renforcement de la formation au collège, formation obligatoire pour obtenir le permis de conduire, comme chez tous nos voisins européens, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et puis formation obligatoire pour tous les salariés, enfin toutes les personnes au travail, tant public que privé. Et ça paraît juste du bon sens. Les cardiologues tout à l'heure nous disaient la première minute, c'est la minute qui est fondamentale si on veut sauver une vie en cas d'arrêt cardiaque. Au travail, comment ça se passe aujourd'hui? Le collègue tombe en arrêt cardiaque, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ensuite, on va chercher le SST. Ah mince, il est en télétravail aujourd'hui. Bon, c'est dommage, mais c'est ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Donc il faut absolument... C'est bien le SST, mais ça ne suffit pas. Et même s'il est dans les murs, le temps d'aller trouver le SST, on va dépasser les 4 minutes. Bon, voilà. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas en France. Et je pense que voilà, la première vraie chose à faire, c'est qu'il y ait un acte fort au niveau du politique pour bouger les choses. Et j'en viens... Juste, puis surtout, je ne prêche pas pour ma paroisse, le Code du travail ne dit pas qu'il faut un SST. Il faut une personne formée au premier secours. Donc l'obligation d'avoir un SST, c'est pas ça. Il faut que les gens soient formés au premier secours, qu'ils soient capables d'intervenir pour sauver la peau du collègue. Exactement. Allez, j'en viens d'un seul geste. Mais ça, on pourra en parler toute l'après-midi, je pense. D'un seul geste, en fait, j'ai cofondé donc D'un seul geste avec Ludovic Fagot, qui était le directeur des projets de réalité virtuelle de Dassault Aviation. Il a dirigé tous les projets d'AR et de VR pour Dassault pendant 13 ans. Et le général Bernard Péricot, qui a fait toute sa carrière et qui a commandé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Pourquoi le général Péricot a voulu cofonder D'un seul geste? Parce qu'en fait, il animait la 3e plus belle brigade des pompiers du monde, 8000 hommes qui interviennent dans un temps extraordinaire. La moyenne d'intervention des pompiers en France, c'est 15 minutes, à Paris, c'est 7 minutes. Mais 7 minutes, en cas d'arrêt cardiaque, on l'a compris, c'est trop tard. Et ben,
le général des pompiers de Paris, toujours en 2025, quand il envoie ses hommes sur un arrêt cardiaque, évidemment, il n'y a pas souvent quelqu'un qui masse, encore moins souvent quelqu'un en train d'utiliser un défibrillateur. Donc, du coup, on a voulu en fait trouver des solutions pour contribuer à cet effort de former la population française. Et puis, on l'a entendu, les gens oublient vite, parce que la formation, en fait, quand on fait un PSC1, on ne prend pas derrière, il n'y a pas d'entraînement, et puis quand on doit agir, en fait, on n'est pas préparé, on est en état de choc, souvent qu'on est la victime, et c'est compliqué. Et donc, on voulait travailler sur ces deux facteurs. Et donc, en fait, notre innovation en formation, elle est double. On a créé un nouveau mode de formation qui dure qu'1 heure, parce qu'une heure, un PDG peut prendre 1 heure, un ouvrier peut prendre 1 heure, un élève peut prendre 1 heure. Et on utilise la réalité virtuelle, donc la formation en immersion, pour que la formation, elle soit impactante sur le cerveau et durable. Donc, concrètement, pour ceux qui restent ce soir, on a apporté des simulateurs et vous pourrez tester concrètement en fait, la formation. Nos formateurs vont dans les entreprises, les écoles, avec un casque de réalité virtuelle pour chaque apprenant, un mannequin de secourisme pour chaque apprenant. Les deux sont connectés ensemble, on apprend les gestes, on s'entraîne. À la place du mannequin, on voit une victime. Et donc on est capable de faire vivre des sensations et des émotions incroyables aux apprenants. Quand vous avez un casque virtuel sur la tête, vous êtes totalement concentré, vous ne regardez pas les notifs du téléphone, il n'y a plus la peur du regard de l'autre, vous ne pensez pas à la réunion que vous n'avez pas préparée pour 17 h. Donc votre cerveau il est en mode apprentissage à 100%, ça va très vite, c'est très efficace. Et quand vous pratiquez, vous avez des sensations, des émotions, ça mobilise votre mémoire émotionnelle, c'est la partie du cerveau la plus durable, et on atteint ainsi un objectif de durabilité. Voilà. L'année dernière, grâce aux associations agréées avec qui on travaille, grâce aux organismes privés avec qui on travaille, on a formé 6000 personnes en entreprise. Donc on a un formateur qui va dans l'entreprise, il fait 8 créneaux d'1 heure, et sur chaque créneau il passe 4 personnes, à la fin de la journée on a formé 32 personnes. Et on a fait un test grandeur nature, on a formé tous les collégiens dans le département français, dans la Drôme, avec les sapeurs-pompiers de la Drôme. On a formé 4000 élèves en 3 mois, on arrive avec 30 casques de réalité virtuelle, 30 mannequins, dans un gymnase, une salle polyvalente, et on ferme une classe en 1h30. On a formé tous les élèves de 4e d'un collège en 2 jours. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, et je finis là-dessus, la formation à l'école, pourquoi ça ne marche pas? L'Educnat nous dit qu'on a seulement 40% des élèves qui sortent du collège avec le PSC1 ou GQS. C'est la honte, ça fait 20 ans que l'Educnat est censé le faire. Et la Croix-Rouge peut y contribuer, les pompiers peuvent y contribuer, là-dessus, et l'Educnat a ses formateurs. Le problème, c'est pas le manque de moyens. Le problème, c'est le référentiel. Pour faire un PSC1 aujourd'hui, le référentiel nous dit qu'il faut un formateur pour 12 personnes. Vous avez une classe, vous avez une classe de 30 élèves. Et bien, ça veut dire qu'en fait, il faut découper la classe en 3 groupes de 10. La formation dure 7 heures. Donc en fait, ça va prendre 3 journées pour former une classe. Vous êtes dans un collège, vous avez 6 classes de 3e. Ben, ça va prendre 18 journées. Pendant ces 18 journées, vos classes ne sont pas entières, ne peuvent pas travailler. Il faut monopoliser des salles, il faut recaser les programmeurs, c'est pas faisable. En fait, c'est juste, on marche sur la tête. Voilà. Donc il faut changer la durée des formations dans les écoles. Si on veut que tous les jeunes puissent être formés pour leur permis de conduire, c'est peut-être le premier truc à faire. Voilà. Célia, tu veux peut-être un petit peu toi expliquer aussi ce qu'on fait chez les filles là-dessus? Oui, et on peut peut-être d'abord rebondir sur la notion de sensibilisation, parce qu'on en parle un peu depuis le début, en disant que ça permet déjà d'initier les gens, mais je pense que pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, sur la partie, il y a des gens qui se sentent intéressés par le sujet, d'autres moins. En fait, je pense que les gens ont très peu entendu parler de ce sujet. Je le vois quand j'explique autour de moi que je travaille dans une boîte qui fait un défibrillateur et qu'on a 50 000 morts chaque année en France d'un arrêt cardiaque, que c'est 5 fois plus que les accidents de la route, 300 fois plus que les incendies, que ça arrive à des gens comme vous et moi, dont le destin change du jour au lendemain. En fait, ça leur parle. Et déjà de planter le décor et d'expliquer que c'est un enjeu aujourd'hui majeur de santé publique et que ça peut arriver à n'importe qui et que chacun peut se retrouver le témoin de cette situation et qu'il faut agir dans cette situation, intervenir dans cette fameuse minute hyper cruciale. Je pense que ça permet aux gens de se sentir utiles et de justifier ensuite ce qu'ils vont apprendre. Et en effet, chez l'ITIS, on a dès le départ été confrontés aux nombreux témoignages, je pense, de nos clients, et c'est ce que vous disiez côté FF2S, on a les formations physiques, c'est génial, vraiment ça permet de mettre les mains de
tester le massage cardiaque, d'entendre un défibrillateur parler, de faire des mises en situation. L'inconvénient, c'est que nos clients nous disent bah oui, mais c'est payant, ça nécessite de se déplacer, les créneaux horaires ne me conviennent pas. C'est tout ce genre de choses qu'on a voulu en effet, enfin toutes ces contraintes qu'on a voulu lever avec Life Ease, et notamment avec l'application Life Ease et notre plateforme Everyday Heroes. C'est une plateforme qu'on a vraiment passée pour toucher un maximum de monde, pour sensibiliser à l'arrêt cardiaque et apporter une première brique dans les connaissances que les gens peuvent avoir pour agir. Et c'est aussi ce qui va être un peu la tête de gondole, pareil comme vous le disiez, pour amener ces gens-là à ensuite aller vers de la formation physique, pas seulement pour intervenir face à un arrêt cardiaque, c'est aussi l'idée d'approfondir par exemple avec le PSC1, mais c'est aussi d'aller se rendre compte qu'il y a d'autres situations d'urgence dans lesquelles on peut agir et intervenir et changer les choses. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on intervient vraiment en complémentarité, je pense, des formations physiques, en apportant déjà une première brique et surtout après pour le maintien des acquis, parce que c'est le genre d'outil qu'on peut avoir au quotidien dans son téléphone. J'attends le bus, je fais la queue quelque part et je peux m'en servir pour justement apprendre, réviser, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais une formation, c'est toujours quelque chose et c'est très frais quand on en sort. Il ne faut pas oublier que le lendemain de la formation, on a déjà oublié 50% de ce qu'on avait appris et un mois après, c'est 10% seulement qui nous reste. Et je termine là-dessus en disant que en révisant, en effet, ça permet de continuer à maintenir ses acquis et de se sentir de se sentir en tout cas à l'aise le jour où je dois intervenir. Je sais que je vais pouvoir appeler les secours et même si j'oublie ce que je dois faire, j'aurai les secours au téléphone qui vont pouvoir me guider et m'épauler. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Oui. Petites choses, vas-y. Deux petites choses sur la formation à distance. À la fédération, on a fait le choix de plutôt nous en servir comme maintien des acquis plutôt que de formation, comme en formation initiale, pour que les stagiaires qui rentrent en formation puissent avoir cette première notion d'apprentissage et de surtout simplifier la parole de la formation de premier secours. Comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, docteur, de toute façon on ne peut pas faire plus grave que l'arrêt cardiaque, hein, donc il ne faut pas hésiter à appuyer sur le ventre. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la deuxième chose, je reviens par rapport au référentiel. C'est sûr que le référentiel, il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut changer en termes de temps, en termes de quantitatif, mais déjà, si on joue avec le référentiel, on peut déjà quand même faire pas mal de petites choses. Et puis ensuite, on peut aussi simplifier la formation et adapter la formation à un public. Aujourd'hui, on a une formation au premier secours. On dit à des sportifs, t'es tombé, tu t'es fait mal au ventre, tu t'es fait mal au bras, surtout ne bouge pas, ne fais rien, puis on appelle les secours. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, quoi. Au milieu du stade de foot, il s'est cogné, il s'est fait mal au tibia, non, on aura du monde autour. Donc aussi, les fédérations, voilà, on va mettre un peu de bombe, voilà, on a tout ça. Aujourd'hui, la fédération, on a la chance d'être aussi une fédération sportive, on est les seuls à être sur un double ministère de tutelle intérieur et sport, et on a créé aussi des formations adaptées à ce public sportif. On va construire une formation et une procédure d'intervention dans le cadre de l'arrêt cardiaque, par exemple, ou autre. Donc c'est aussi à nous de trouver des solutions en interne pour adapter nos formations et des contenus, et ça on le fait aussi tous les jours au quotidien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle du coup sur cette table ronde de formation? Pardon, j'ai coupé la parole. Non, on a la parole. Ceux-là. Je commence par le plus proche. Merci. Alors, plutôt une interrogation et une vision au niveau Croix-Rouge de Z2S et d'autres. On parle souvent de formation, effectivement, mais on parle très peu d'initiation, d'information. Je prends toujours l'exemple quand il y a la canicule, depuis il y a eu la canicule la plus meurtrière, on est capable de dire tous les ans par une campagne de Santé publique France, buvez de l'eau, il fait chaud. Comment on pourrait arriver ensemble à mobiliser l'État pour que, une fois dans l'année, comme on est capable de faire avec Octobre Rose, avec November, qu'il y aurait une campagne pour l'arrêt cardiaque ou sur... là, j'ai encore entendu, il y a 2 semaines, sur France Info, il y avait une campagne, il faisait un peu chaud, on se retapait, il fait chaud du vélo, alors que je pense que tout le monde connaît. Par contre, avoir le même message où on dit un défibrillateur c'est facile à utiliser et un massage cardiaque appuyé, n'ayez pas peur de mal faire, on arrive à faire passer sur le même temps. Donc je sais pas comment on pourrait, c'est plutôt une interrogation globale, mais ça pourrait être intéressant de se mettre un peu tous avec des politiques, etc., qui pourraient nous aider à pousser. Peut-être essayer de répondre.
Il y a quelques années, les formations en premier secours ont été la grande cause nationale. C'était en 2016. Après 2016. Après 2015. En y réfléchissant, on peut se dire en fait ça pourrait être bien aussi que ça revienne comme grande cause nationale, parce que du coup via ce label-là, on aurait un dispositif phare pour avoir des soutiens et une médiatisation sur les gestes et les comportements qui peuvent sauver. Donc ça peut être je pense un élément de réponse. Je crois, parce qu'on vient de le dire, si la dernière campagne est en 2015, c'est que le point commun entre les apprenants qui participent à nos formations, souvent, c'est qu'ils ont une raison d'être là, c'est qu'ils se sentent concernés, c'est qu'ils ont eu un accident dans leur vie qui font qu'ils doivent venir. Et ça peut être collectif, comme après les attentats de 2015, où nous, au MDA, c'est ce qu'on a constaté après le 7 octobre, où beaucoup de gens ont voulu se former en cas de problème. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être il est temps que les organisations de secours, pour attirer du monde dans leur formation, comprennent comment je vais leur parler. Et donc, je vais m'adresser à des parents en leur expliquant que ça peut concerner leurs enfants, et il n'y a rien de plus impactant que cela, et avec des thématiques qui font qu'au final, les apprenants vont faire des formations qui sont quasiment identiques, mais ils ne seront pas venus pour les mêmes raisons, et nous ne l'aurons pas présenté de la même manière. On a eu un cas exactement, qui s'est exactement présenté comme ça avec l'AFI, avec la mairie de Paris. La mairie de Paris, pendant de nombreuses années, cherchait à former leurs agents. Et les agents ne voulaient pas trop prendre du temps pour faire une formation obligatoire, etc., etc. Et en fait, nous, quand on les a approchés avec des Roses qui forment aux gestes qui sauvent dans la vie de tous les jours. Et surtout parce qu'on s'adresse beaucoup aux particuliers sur les accidents de la vie courante. En fait, ça a tout changé. Parce qu'ils présentaient les choses en disant on vous propose une formation pour que dans votre vie de tous les jours, vous puissiez réagir s'il se passe quelque chose pour vos parents, pour vos amis, pour vos enfants, etc. Et il y a eu énormément de volontaires, il y a des milliers d'agents qui se sont formés ou qui ont continué à se former avec notre plateforme. Et en fait, c'était vraiment ce côté, c'était pas imposé, c'était pas dans le cadre du travail pour répondre à une obligation, mais c'est parce que ça les concernait. Et il y en a qui le faisaient parce qu'il y avait le module sur l'infarctus qui les intéressait pour leurs raisons, d'autres pour les gestes qui sauvent sur la petite enfance, etc. etc. Il y avait une question là. Je voulais justement revenir sur la plateforme que je trouve géniale. Enfin, en tout cas, je m'y remets de temps en temps et c'est vrai que ça me permet, à défaut de faire une formation ou de me reformer physiquement, de maintenir à un niveau. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que face à une sorte de lenteur de l'aspect public de nos organisations en France particulièrement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aller chercher des collaborations avec des grands éditeurs de jeux qui sont très proches des jeunes et qui feraient comme une sorte de combinaison avec leurs jeux à eux, avec la plateforme? Je sais que nous, on utilise avec les jeunes qui sont en formation un jeu qui s'appelle Secouriste, qui est un jeu comme un jeu d'essai de famille, qui a été développé par un pompier, qui a été primé au concours Lépine. Et en fait, c'est un jeu qui leur permet aussi de sensibiliser d'autres étudiants à apprendre, à porter secours en fonction de la situation. On a des cartes qui permettent de répondre. Donc c'est aussi c'est de la ludopédagogie. Et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour justement dédramatiser, amener les gens à comprendre autrement en s'amusant. On s'amuse avec quelque chose de grave. Mais en fin de compte, justement, ça débloque des choses au niveau apprentissage qui permettent vraiment de communiquer et d'apprendre plus facilement. Effectivement, là, c'est un jeu de plateau, mais c'est effectivement le jeu où un éditeur de jeux comme je sais pas, Ubisoft ou autre créera un jeu en 3D où on apprend à porter secours plutôt qu'à dézinguer des gens, ce sera peut-être plus intéressant.
Mais, mais la combinaison peut être intéressante. Ça rapporte C'est-à-dire que Call of Duty avec... oui, ce que je veux dire. On le voit là, c'est la table ronde où il y a le plus d'intervenants, justement parce que c'est un sujet qui nécessite d'avoir une complémentarité avec des associations qui agissent, d'autres qui forment pendant des événements, d'autres pendant les études, ça peut être pour des jeux, de la réalité virtuelle, du digital. Et en fait, je pense qu'il est important, c'est que c'est une cause et un sujet où on doit sensibiliser tout le monde. Et en fait, nous on voit, il y a des gens qui viennent et qui se forment parce que leurs amis ont été formés, ils leur en parlent après lors d'un dîner. Et ça, une association, elle n'arrivera pas à le faire, mais un jeu n'arrivera pas forcément à le faire. Donc c'est très complémentaire là-dessus. Peut-être faut-il aussi que tous ces acteurs autour de la table et tous les autres se structurent. Non, mais il n'y a pas d'association. Enfin, il y a le CNPC côté association agréée qui fait des réalisations, mais voilà, l'ensemble des gens qui ont des initiatives qui peuvent contribuer à former les Français pourraient se rassembler et décider ensemble de porter un programme commun et des actions communes, quoi. Pour que ça soit peut-être plus lisible aussi pour les gens. Ok, allez, dernière question, Christian. Bonjour, juste une petite interrogation de ma part. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'être diplômé officiellement par des formateurs agréés formés pendant des lustres pour pouvoir porter les premiers gestes de secours? Du coup, est-ce que si moi qui ai du matériel, je fais de la formation dans mon immeuble, est-ce que finalement je ne réponds pas à un premier besoin en formant des gens qui ne feront peut-être pas parfaitement, je ne serai peut-être pas aussi pédagogue que des formateurs formés en façon parfaite, mais est-ce que ce ne sera pas mieux que rien finalement? Alors mieux que rien, c'est pas évident parce que, en tout cas chez nous, je refuse que n'importe qui devienne et s'autoproclame formateur de premiers secours, à commencer par les médecins qui en général ne sont pas les plus grands pédagogues au monde, et ça peut être contre-productif, à l'exception près des médecins qui étaient avec nous tout à l'heure. Extraordinaire, évidemment. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un obstacle avec ce que je constatais moi par exemple en Israël sur la formation, la durée de la formation, et la réponse que j'ai apportée au sein du Magen David Adom en Europe a été très simple. On a décidé de mettre un peu sur le côté le PSC, parce que, comme vous l'avez dit, il faut se dégager au moins une journée, parce que ça a un coût, et de mettre le paquet sur les initiations, les gestes de premier secours, que je n'appelle pas les gestes qui sauvent pour des raisons bien particulières, mais le contenu est quasiment le même. Pourquoi? Parce que, justement, les formateurs de ces formations, on peut appeler initiateurs, ensuite, les termes ne sont pas importants, parce que, justement, je sais qu'on peut, une fois leur avoir appris les bases d'un simple PSC, leur apprendre encore sur une journée des méthodes pédagogiques, et ensuite ils vont pouvoir faire des formations. Et donc je vais avoir, moi, sur le terrain, beaucoup plus de formateurs aptes à faire ces 2 heures de formation au GQS, aux gestes qui sauvent, c'est-à-dire avec l'arrêt cardiaque, avec l'arrêt de l'hémorragie, et moi j'y ai rajouté également l'étouffement, les obstructions totales, et l'utilisation du défibrillateur bien évidemment, mais ça nous permet de former, mais les courbes sont vraiment totalement différentes. C'est-à-dire qu'on est sur un ratio de 1 à 20 entre le PSC et l'initiation aux gestes qui sauvent. Ensuite, évidemment que toutes les formations de 2 heures finissent par une invitation à participer à une formation de 7 heures. Et ça, c'est vraiment important pour nous de pouvoir apprendre ne serait-ce que les bases, voire même en participant à des salons sans aucun rapport avec les gestes des premiers secours, des salons jeunes mère-fille auxquels j'ai participé la semaine dernière, ou une compétition sportive, en faisant des ateliers. Je sais que la protection civile et la Croix-Rouge le font souvent, avec des initiations alerter, masser, défibriller, qui peuvent, dans un temps extrêmement rapide, vous apprendre à, comme son nom l'indique, alerter, masser, défibriller. Des choses à ajouter? Oui, si je peux rebondir sur le sujet. Moi, j'ai envie de croire qu'il n'y a pas besoin d'être formé pour sauver une vie. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, et je pense qu'on a déjà tous entendu ou vu des vidéos sur les réseaux sociaux de secours qui guident des personnes qui interviennent alors qu'elles ne sont pas formées. Ils vont leur expliquer comment réaliser le massage cardiaque, comment utiliser le défibrillateur, de bien écouter les informations qu'ils leur donnent, etc.
Et j'ai envie de dire que du coup, dans ce cadre-là, en effet, à partir du moment où on a une personne dans un immeuble qui est formée, qui a appris déjà ces notions, si déjà elle peut faire en sorte de sensibiliser son entourage et les personnes de son immeuble pour leur dire non mais en fait c'est accessible à tous, ne pensez pas qu'il faut être formé, d'avoir suivi toute une formation pour pouvoir sauver une vie. Je pense que déjà ça permettrait de faire en sorte qu'on ait plus de gens qui osent agir en cas d'arrêt cardiaque. Et ça permet de développer pour chaque citoyen qui bénéficie de cette initiation, de cette sensibilisation, ça lui permet de développer aussi son attention à l'autre. Et donc c'est aussi la première pierre peut-être de créer une société plus résiliente. Et c'est là aussi où ça va plus loin que sauver une vie, plus loin parce que chaque personne formée n'aura pas la chance de sauver une vie. Mais ça permet aussi d'autres choses derrière qui sont importantes pour la société. Et je pense qu'il faut aussi regarder ce côté-là dans la formation. C'est l'altruisme, le fait d'aider, le fait d'apprendre à aider les autres. On a tous remarqué, notre société elle devient de plus en plus égoïste, et c'est un bon moyen de lutter contre ça et de dire voilà, j'apprends pour pouvoir aider quelqu'un que je ne connais pas. Et puis si par malheur vous habitez quelque part où on tire en bas de chez vous, et ce jour-là vous êtes capable de faire quelque chose. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Rarement, heureusement. Et puis je vais le dire à la place je le dis à la place des associations, mais c'est aussi ce qui permet de trouver les futurs bénévoles. Et c'est important aussi de renouveler les générations de bénévoles. Et souvent, quand on fait une formation dans une association, c'est comme ça qu'on découvre l'association et qu'on est motivé pour aller peut-être faire des maraudes, devenir formateur premier secours, tenir des DPS, etc. Enfin, il y a ce côté-là aussi qui est hyper important.